Merci beaucoup, Véronique, pour cette belle présentation. Alors, je commencerai par là où tu termines, c'est-à-dire par des remerciements. Des remerciements d'abord à l'Euphorie des Cyclades, à Dimitris Athanasoulis, à Zosi Papadopoulou, qui nous fait le plaisir d'être ici. Enfin, sans eux, rien ne serait possible. Non, ça s'arrête là. Donc, oui, oui, sans l'Euphorie des Cyclades et le ministère de la Culture, rien ne serait possible à Delos et je n'aurais pas le plaisir, pour être un peu égoïste, d'y travailler depuis bientôt 40 ans. Et puis je tiens à remercier toutes les personnes de l'école qui ont permis cette exposition et aussi les institutions qui nous ont fait le plaisir de nous prêter un certain nombre de documents. Euh, Ce que je vais vous présenter, c'est une exposition qui n'est pas un bilan scientifique sur 150 ans de recherche à Delos, mais plutôt, vraiment pas de chance avec les micros, mais plutôt, mais plutôt l'histoire. Non, là, ça marche? Non, je crois pas. Si. Tu parles quoi? C'était pareil tout à l'heure? Oui. Euh, donc, ce n'est pas un bilan scientifique que nous avons tenté de dresser, mais plutôt l'histoire d'une rencontre entre des hommes. Et rappelons que ces hommes, pour la plupart, venaient de Mykonos, et puis un lieu, cette petite île de 5 kilomètres de long. Et cette rencontre a conduit à la modification à la fois de ces personnes et de cette île. Et c'est cela que nous avons essayé d'illustrer avec des documents d'archives, en essayant de trouver des thématiques transversales, des thématiques diachroniques qui permettent de mettre en regard des images anciennes et des images plus récentes. Cette exposition, vous pouvez la voir dans les jardins de l'École française d'Athènes. Vous pouvez aussi la voir sur le site de l'École française d'Athènes. Il y a une exposition virtuelle et c'est cette exposition virtuelle que je vais utiliser pour mon exposé. Cette exposition, elle commence par une chronologie qui est très, très brève. On commence évidemment par la création de l'École française d'Athènes. Vous voyez, l'École française d'Athènes est créée en 1846 et dès l'année suivante, elle envoie un de ses membres, Charles Benoît, pour visiter Délos et il en sort un rapport qui est accablant. Cette dévastation de Délos dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Cela n'engageait pas à y lancer des fouilles. Une autre mission, faite en 1864 par Léon-Adrien Terrier, était beaucoup plus prometteuse. Et à un moment où on envisageait de construire une ville nouvelle à Délos, il concluait son mémoire en disant que les ruines de Délos, si elles disparaissaient, laisseraient un vide que rien ne pourrait combler. Fort de cette constatation, le directeur de l'École française d'Athènes, Burnouf, en 1873, va envoyer Albert Lebègue pour y commencer des fouilles sur le Sinthe, en fouillant le sommet du Sinthe et en fouillant l'antre du Sinthe, dans lequel on reconnaîtra par la suite un sanctuaire d'Héraclès. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait des directeurs qui savaient faire des aquarelles et le directeur est venu faire plusieurs aquarelles et relever un plan de ce qu'il considérait comme le temple primitif d'Apollon.
Les fouilles ont pris une autre ampleur à partir de 1877, quand Théophile Homole a commencé à fouiller le sanctuaire d'Apollon, puis a étendu la fouille à partir de 1881 à la périphérie de ce sanctuaire et au quartier d'habitation. Et après avoir suspendu les fouilles pendant plusieurs années pour concentrer ses efforts à Delphes, l'école française d'Athènes a pu bénéficier, à partir de 1903, d'une donation très importante d'un franco-américain, le duc de Louba, et d'une politique scientifique de son directeur, qui était à l'époque Maurice Solo. Et entre 1903 et 1913, l'or a véritablement plus Délos. On passe d'un budget de 1000 francs à un budget de 50 000 francs. Ce qui permet d'engager 200 à 300 ouvriers par an, qui pour la plupart sont des myconiates, et avec ces ouvriers et avec des wagonnets d'Ocoville qui avaient précédemment servi à Delphes, l'école française d'Athènes va pouvoir faire une fouille systématique et ne pas faire seulement des tranchées, mais dégager de vastes surfaces. Par la suite, dès cette époque plutôt, l'école française d'Athènes a aussi mis en place une collection pour publier les résultats de cette exploration, donc l'exploration archéologique de Délos. Et il est remarquable que Holleaux ait considéré que l'intérêt de Délos ne devait pas se limiter à l'archéologie. Par exemple, il fait venir un cartographe, il fait venir un géologue pour faire une carte géologique de Délos. Les fouilles ont continué par la suite, elles se poursuivent encore, mais jamais elles n'ont connu le rythme qu'elles ont eu entre 1903 et 1913. Donc ce premier panneau relève quelques dates, avec, par exemple, ici, ces dernières années, nous avons fait une prospection sous-marine à la périphérie de Délos qui a permis de repérer un certain nombre d'épaves, comme vous le voyez ici. Ces travaux continuent. Vous pouvez le voir dans les chroniques de l'école française d'Athènes tous les ans. Délos est une île. Le premier thème donc, que nous avons abordé, c'est celui de l'arrivée à Délos. On arrive en bateau. Pendant longtemps, il n'était pas possible de loger à Délos, et les archéologues, comme ils disent, soit logeaient dans la barque, soit les logeaient à Rhénée. À l'époque des grandes fouilles entre 1913 et entre 1903 et 1913, l'école française d'Athènes disposait d'une barque avec une voile, et on le voit en lisant les lettres ou les mémoires de nos prédécesseurs. Ce qu'ils appréciaient beaucoup, c'est quand le bateau venant du Pirée, et ici la photo est prise du bateau venant du Pirée, arrivait par temps calme à Mykonos, on ne pouvait pas aborder à Mykonos, quand la barque de l'école française d'Athènes, qui est ici pavoise, venait les chercher au bateau et les emmenait directement à Délos, où on pouvait débarquer soit au port actuel, soit en fonction de la mer, éventuellement dans l'anse de Fournier. Actuellement, les ouvriers, eux, venaient avec un beaucoup plus gros bateau en débarquant à Gourna, donc sur la côte est. Ils arrivaient le lundi et ils repartaient le samedi. Maintenant, il existe des liaisons régulières, et comme vous voyez, à différentes échelles. Donc, les bateaux touristiques qui viennent de Mykonos, et puis de temps en temps, on voit apparaître des bateaux de croisière. C'est intéressant cette histoire d'échelle. Vous savez que les plus gros bateaux de croisière actuellement, c'est 6000 personnes. C'est la population complète de Délos au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un des premiers travaux qui a été fait par l'école française d'Athènes, ce travail a consisté à cartographier l'île et à en situer
la position. Ça n'était pas le cas, ça n'était pas encore fait quand, quand on commençait les fouilles en 1873. Et le premier volume de l'exploration archéologique de Delos est un volume de cartographie où André Bello a dressé une carte de Delos et d'une partie de Mykonos avec un certain nombre de bornes qui existent encore sur le terrain. Les techniques de relevé évoluent. La dernière carte qui a été publiée est celle que nous avons publiée dans l'Atlas de Delos il y a une dizaine d'années et qui est maintenant accessible en ligne sur le web SIG. Et nous disposons aussi d'une ortho-image de Delos qui a été faite par la société Econem. Tout cela est accessible en ligne et vous voyez les personnes qui sont, enfin, certaines personnes qui sont les auteurs de ces cartes. L'île de Délos, quand les fouilles ont commencé, était une île déserte. Et ce sont les fouilles qui ont attiré l'intérêt des Myconiates à Délos et qui ont fait qu'une une activité agricole s'y est développée, qui était en suspens, si l'on peut dire, au, enfin, pendant le 19e siècle. Ce qui fait que les premiers fouilleurs ont pu photographier des scènes comme celle-ci, une scène de dépiquage, euh, euh, qu'ils ont photographié aussi le passage des pêcheurs, ici des pêcheurs de poulpes, ici des pêcheurs d'éponges pris sur le môle de Délos. Dans les années 50, 60, il y avait sur le môle de Délos, là où arrivaient les touristes, des ventes de tissus qui étaient préparés par les personnes qui habitaient à Délos, à Rhénée et à Mykonos, avec la laine des moutons qui, pendant longtemps, se trouvaient à Délos et qui, malheureusement, s'y trouvent encore. À Délos, certaines personnes qui habitent ont enfin, se font des jardins où, je reste dans les moutons, où ramassent les productions de Délos, qui ne sont les productions naturelles de Délos, qui ne sont pas très nombreuses. Enfin, on a quelques figues, on a des capres, que vous voyez ici. Et puis, il existe, enfin, actuellement, nous avons aussi du miel. Mais finalement, les productions sont si faibles que nous les valorisons comme vous le voyez. Le panneau suivant évoque les chercheurs et l'image qu'ils se donnent. Ici, une image de chercheurs et d'architectes aussi et de directeurs des travaux au début du XXe siècle. Là encore, nous sommes en 1908 et nous avons fait un petit clin d'œil entre cette image en 1908 et une autre en 97 avec plus de femmes, ça c'est sûr, et puis d'autres manières de s'habiller. Quelques chercheurs plus ou moins marquants ont été aussi choisis pour ces panneaux. Puis ici, une belle image de la collaboration entre l'Éphorie des Cyclades, l'école française d'Athènes et le parc archéologique de Pompéi, qui est la prospection en cours à Rennes. Vous pourrez voir d'autres images sur les panneaux. Les premières fouilles sont évoquées par quelques images qui vous montrent comment on transportait la terre, donc avec des couffins, mais aussi avec ces wagonnets de Coville qui étaient rangés dans des hangars qui ont existé jusque dans les années 70. Et donc, on prenait la terre et on la mettait dans ces wagonnets. Et vous savez que c'est cette terre qui a permis de faire le môle
par lequel on débarque actuellement à Délos. Cette photo de fouille vous montre l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour la position des blocs quand elles étaient trouvées en état de chute. On a même là, ici le carnet qui est d'ailleurs conservé, et la peinture et le pinceau qui permettent de numéroter les blocs. Ici, les ouvriers sur le temple d'Apollon avec Sotiris qui était le contremaître. Et puis là, un carnet de fouilles de Courbis. Les fouilles après la Première Guerre mondiale sont devenues plus espacées, mais elles ont continué et elles continuent jusque dans les années 60. Et là, vous avez la fouille de la maison des comédiens. Les fouilles ont continué à utiliser les wagonnets de Covid. Ce n'est plus le cas actuellement, où on fouille beaucoup plus d'ailleurs avec des étudiants qu'avec des ouvriers de Mykonos, comme on le faisait précédemment. Parmi les photos que nous avons retenues, ici cette très belle photo des années 70, qui a été prise par Marie-Thérèse Le Dinaé à René, avec la présence du Pope au milieu des ouvriers. Puis, vous verrez d'autres images auxquelles vous êtes plus habitués. La dernière image, un peu comme se terminent toutes les fouilles par voilà, laver la céramique dans la cour du musée. Ces fouilles, ces grands dégagements sont l'objet de relevés, et on n'a pas seulement relevé l'architecture. Très tôt, on a relevé en couleur par de la gouache ou de l'aquarelle les mosaïques. Ici, cette très belle gouache de Valentine de Vambès des années 30. Gaston Simoes da Fonseca a fait de très belles aquarelles. Gaston Simoes da Fonseca était un élève du peintre Jérôme. Ça, c'est encore Gaston Simoes da Fonseca, à une époque où on n'utilisait pas encore la photographie couleur sur le site de Délos. On a jugé utile de fixer ces couleurs à partir d'aquarelles. Et parfois, on a mis de la couleur sur des photos noir et blanc. Parfois, ces aquarelles étaient faites par des professionnels, parfois ils étaient faits par des membres de l'école française d'Athènes. C'était le cas de Marcel Bullard qui a relevé cette peinture des Compétalias. Et ici, une très très belle aquarelle de Yorgos Polychondriotis, donc un myconiate, un relevé ici de la maison du Trident. Vous pourrez comparer ça. Et puis, on a aussi mis quelques relevés plus récents. On compare le relevé du début du XXe siècle fait par Convert et le relevé de l'Atlas de Délos. Des relevés ont été faits par différentes personnes que vous voyez ici. On a fait aussi, à partir de ces relevés, des restitutions. Et là aussi, nous avons souhaité comparer les restitutions les plus anciennes aux restitutions les plus récentes. Une restitution de l'ensemble de la ville de Délos par Camille Lefebvre, qui séjourne à Délos en 1909. Ici, des restitutions plus récentes par Philippe Fraisse et ici par Laurent Costa avec l'utilisation de la 3D. Ici, vous voyez d'autres images anciennes et récentes, et vous voyez que les restitutions ne sont pas que des restitutions d'architecture, restitutions de couleurs, de mosaïques, restitutions de dorures à la feuille du diadumène trouvé dans la maison du diadumène. L'étude conduit à des relevés, à des restitutions. Souvent, elle conduit aussi à des travaux de conservation et de restauration. Pendant l'époque de la Grande Fouille, les restaurations se faisaient souvent l'année même de la fouille. C'est le cas, par exemple, de la maison
de Cléopâtre et Dioscorides. On fouille, la photo, je vous montrais, on numérotait les blocs est prise au moment de la fouille. À la fin de la campagne, la maison était déjà restaurée et elle est dans l'état où vous pouvez la voir actuellement. D'autres restaurations ou aménagements ont été faits plus récemment. Et là, je vous montre quelques photos des années 2000, la mise hors d'eau et le rangement des blocs aux hexagones, des contrefiches dans les magasins du front de mer. C'est un travail d'aménagement de la Tolos, de l'agora des Compétalias, la restauration de la base du monument de Ménodoros, et ici de la mosaïque de la maison de Fourni. On ne fait pas que travailler à Délos, il y a aussi une vie quotidienne qui est assez peu documentée par les photographies les plus anciennes. On voit néanmoins certains de nos illustres prédécesseurs, ici René Valois, très fier de sa pêche. Bon, si on compare à ce que sortaient les ouvriers, les enfants des gardiens, évidemment, il y a une petite différence. Là, vous avez aussi une photo plus récente, voilà, avec un poulpe plus modeste. Rythme la vie, les fêtes nationales. Et vous voyez ici la maison de l'école française d'Athènes, pavoisant un 14 juillet 1908, si ma mémoire est bonne. Ici, une photographie plus récente. Certains se livrent au dessin. Tout le monde n'a pas l'habileté de Gerhard Poulsen. Et puis, il y a les fêtes religieuses. La fête d'Aya-Kyriaki, à laquelle une chapelle est consacrée dans l'île, qui est l'occasion de fête, avec des sacrifices, si on peut dire, de moutons. La fête de Pâques, ici avec un mouton à la broche, et puis d'autres vues qui vous montrent la vie quotidienne, et des documents tout à fait exceptionnels qui ont été faits par Da Fonseca, donc au début du XXe siècle, qui nous montre Auguste Jardet, bouffant du curé au sens propre, et ici Joseph Chamonat. Enfin, le dernier panneau est consacré à Délos aujourd'hui et demain, et lui est plus tourné vers un bilan quantitatif. L'exploration archéologique de Délos compte actuellement 46 volumes. 13 volumes de l'abbé Farr sont consacrés à Délos, plusieurs suppléments du BCH, un certain nombre de guides et dans la collection des Pitomés que vous pouvez voir ici. Les archives sont très riches. 144 000 archives photographiques, graphiques et manuscrites et numériques concernent Délos. 1800, je dirais seulement, sont actuellement consultables sur la plateforme Archimage, et c'est un des enjeux de nos travaux actuels dans le cadre de la science ouverte, de rendre plus facilement et plus largement accessibles ces archives. Le Web SIG de Délos permet d'accéder à des plans de Délos, à toutes les notices qu'il y a dans le guide de Délos, à la fois en français et en grec. Et nous travaillons avec le service des publications à la mise en ligne, on l'espère à terme, de toutes les publications pilotées par l'école française concernant Délos. Délos est un lieu de formation. Chaque année, il y a des dizaines de stagiaires qui viennent se former à Délos, et puis nous organisons des séminaires doctoraux sur le site, qui sont des séminaires doctoraux souvent internationaux. Et puis, j'évoque en dernier lieu, finalement un peu comme Véronique, à côté des programmes d'études, les programmes de conservation, les programmes d'aménagement. Délos, actuellement, est un lieu où les programmes qui se développent sont de plus en plus souvent à l'échelle de la ville, voire de l'île entière, et de plus en plus souvent des programmes qui donnent une large part à l'archéométrie.
Delos, ce n'est pas seulement un lieu de recherche, c'est aussi un lieu où il faut faire face à deux grands défis, l'un naturel, l'autre culturel. Le premier, c'est l'élévation relative du niveau de la mer, qui, je pense, a dépassé les 2,50 m depuis l'Antiquité. L'autre, c'est l'augmentation du nombre de visiteurs. Et il est de notre devoir de bien accueillir ces visiteurs, de leur rendre le site compréhensible et de s'adapter à une population de touristes qui est de moins en moins dotée d'une connaissance de la culture classique. C'est tout cela que nous devons transmettre, à la fois transmettre des connaissances et transmettre des vestiges. Donc, je vous invite maintenant à continuer la visite. Vous pouvez la continuer en consultant, comme je viens de le faire, si on peut dire, le site de l'École française d'Athènes, en lisant la bibliographie que nous produisons, et puis bien sûr, maintenant, en allant dans les jardins pour voir cette exposition que je viens de vous présenter. Je vous remercie.